Cette semaine, à l'émission, on s'aventure dans les marges du récit dominant de l'émancipation féminine avec 3 femmes vraiment passionnantes. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous et bienvenue à votre magazine Foi et Culture. Ici Antoine Malenfant, votre animateur pour cet épisode consacré à bien des choses. Hein. On a décidé de titrer ça sur l'émancipation des femmes. Je le disais justement il y a quelques secondes, ça ne sera pas que ça. On va aborder plein de sujets. En fait, pour être honnête, non, je vais donner mon justificatif après. Je vais d'abord présenter qui est autour de la table. Vous êtes donc bien souriante. Ah oui, mais... Wow! Des femmes modèles, exceptionnelles. Non, je me sens un peu intimidé, là, honnêtement, d'être ici avec vous. On aurait dû demander à Marie, qui est à la régie, d'animer pour cette fois-ci. Tiens, commençons. Ça va bien aller, Antoine. Ah, OK, merci de me rassurer. Stéphanie Grimard, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui justifie ta présence ici aujourd'hui? Outre ta féminité évidente. Il y a ça. Mais non, mais je me suis intéressée à la question récemment parce qu'on a écrit un numéro sur le récit. On en a parlé un peu dans une précédente émission. Ouais. Mais, puis moi, j'ai réfléchi à la question du récit national. Puis là, en fouillant dans un livre dont je vais parler tantôt, là, les origines catholiques de la Révolution tranquille, ça peut paraître paradoxal, mais là, j'ai vu qu'il y avait... Une telle chose existe. Une telle chose existe, oui, vraiment. Puis, il y avait là-dedans, dans le centre du livre, 3 chapitres qui concernaient la femme, la sexualité, la famille. Puis là, ça a initié une réflexion que j'avais déjà eu, les germes de cette réflexion, ça date le tout début de mon âge adulte. Ouais. Fait que c'est venu nourrir ça, puis j'ai eu envie de rendre compte de ça dans un article, de réfléchir. Tu as eu une petite épiphanie, là, quand même. J'ai eu quelque chose. Ouais. Mais en fait, comme je dis, c'est que ça a clarifié des intuitions que j'avais déjà. C'est pas fini, là. La réflexion se poursuit, mais j'ai trouvé des pistes intéressantes, puis j'ai fait des belles rencontres aussi, dont Pauline. Dans le cadre de ce reportage-là, tu as interviewé Pauline Albizetti. Bonjour, Pauline. Bonjour, Antoine. Merci d'être là avec nous aujourd'hui. Ça fait plaisir. Première présence sur le plateau d'On n'est pas du monde. Oui. On est très heureux de t'accueillir. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, toi? Alors, moi, je suis maman de 3 enfants, pour l'instant. Et je ne fais pas d'annonce aujourd'hui sur le plateau. Puis je suis aussi infirmière. OK. À temps plein, tu réussis à concilier les deux? Oui, au travers de mes congés de maternité. Donc oui, je travaille à temps plein, mais pas depuis... ça a été entrecoupé là, dans les 5 dernières années. Ton dernier à quel âge? 1 an. OK. Félicitations. Merci. Et une habituée pour ceux qui suivent le Verbe Média depuis quelques années, mais pas venue si souvent que ça à On n'est pas du monde. Non. Noémie Brassard, bonjour. C'est moi, bonjour. T'es déjà venue quand même. Je suis venue parler du cinéma fait par les religieuses dans une ancienne mouture de l'émission. C'est ça. Parce que t'es formée en cinéma, c'est une de tes grandes passions. Oui, oui. On t'avait d'ailleurs interviewé là-dessus il y a plusieurs années. On n'est pas obligé de ressortir le numéro de Boulamit, c'est correct. Mais bon, pour ceux qui veulent en connaître plus sur toi, pourront googler ton nom, ça sera sympathique pour eux de te connaître davantage. Mais tu es ici pour discuter avec nous parce que c'est une réflexion qui te tient à cœur quand même. Par exemple, la place de la femme dans la société, dans son rapport dans la sphère domestique, la sphère privée, la sphère publique. C'est des enjeux qui te passionne quand même. Oui, ça me passionne, mais c'est aussi, dans mon histoire personnelle, c'est des réflexions que j'ai eues à avoir puis qui ont évolué quand même vraiment beaucoup dans le temps. Entre, mettons, mon adolescence et aujourd'hui, là, il y a eu un grand chemin qui s'est fait. Fait que c'est ça. Ça m'intéressait, ça m'intéresse encore. Puis de fait, c'est actuel pour moi parce que depuis que je suis devenue maman aussi, il y a beaucoup de nouveaux paramètres là, qui se sont ajoutés dans mon équation. Mm-hmm. Donc, oui. T'attends ton 5e enfant. 5e, oui. 5e. Félicitations. Merci. On salue aussi vos époux respectifs qui doivent écouter cette émission en scrutant chacune de vos paroles. Vous avez demandé la permission à vos maris pour... Non, mais tu sais, on a... C'est une question un peu coquine, là, mais... J'ai pas demandé la permission, mais j'ai demandé son avis. Penses-tu qu'il y aurait quelqu'un de mieux que moi pour le faire? Penses-tu que c'est une bonne idée que j'y aille?
Mais je veux dire, je lui demande ça pour bien des choses. Là. Des fois, je lui demande son avis sur les choses que j'achète à l'épicerie. Est-ce que lui te demande ton avis sur des choix qu'il fait? C'est ça. Toujours. C'est bidirectionnel, cette équipe-là. Ouais. Pauline, comment ça se passe chez vous? Même chose. Mais je pense que, de fait, Stéphanie m'a écrit, puis j'ai dû lui répondre avant d'en parler, mais je savais quand même un peu ce qu'il pensait de ça. Donc, on en a rediscuté. Là. Je pense que s'il y avait eu un non catégorique, j'aurais pu... on en aurait discuté, puis j'aurais pu revenir sur ma décision quand même, Mais je fais cette boutade-là ou cette blague-là un peu pour revenir sur tout le chemin qui a été parcouru dans l'histoire, en fait, du dernier siècle spécialement, où au Québec, le droit de vote des femmes, c'est assez récent. L'autonomie dans la sphère publique de la femme, c'est quelque chose on pense que c'est acquis, que c'est quelque chose qui l'a depuis toujours, mais faut faire un peu d'histoire. D'ailleurs, tu t'es penchée là-dessus, Stéphanie. Oui, c'est ça. Je veux dire, l'époque de nos grands-mères était complètement différente. Mais c'est ça, moi, quand je me suis penchée un peu sur la question, j'ai remarqué que c'était pas... On a l'impression que tout ça date des années 60. La Grande Révolution est apparue, est advenue quand Jean Lesage a été élu, puis là, du jour au lendemain, tous ces changements-là sont arrivés. Avant, il y avait ce qu'au Québec, on appelait la Grande Noirceur, où il y avait... vraiment, c'était le Moyen Âge, pratiquement, là, dans les représentations qu'on a. Et tout d'un coup, la Grande Lumière. C'est exactement. Comme s'il y avait une génération spontanée là, de tous ces nouveaux phénomènes-là. Mais c'est remis en question, ce récit-là, justement, est remis en question par... En fait, ça fait presque consensus maintenant parmi les historiens. Et c'est ça, pour ce qui est de la question même de la femme, c'est pour ça que le livre m'a tellement surpris, c'est que j'ai vu que... Tu parles du livre « Les origines catholiques de la Révolution française ». De Michael Gauvreau. De la Révolution tranquille. De Michael Gauvreau, qui était très... avec qui j'ai discuté, puis qui était très, très éclairant aussi. Mais bref, c'est ça, donc de découvrir là-dedans que dès les années 30 et 40, au Québec, au sein même de l'Église, dans des mouvements comme l'Action catholique, puis les cours de préparation au mariage, il y avait là les germes de ce qu'on a pu constater par la suite, qui s'est concrétisé dans ces avancées-là des droits, de l'émancipation, ce qu'on appelle l'émancipation des femmes, qui s'est donc poursuivie dans les années d'après. Mais donc, il y avait déjà, même au sein de l'institution qu'on percevait juste comme étant oppressante, puis il ne faut pas nier que ça l'a été, mais de voir que c'était surprenant de lire des choses comme sur le plaisir sexuel féminin qui étaient élaborées, qui étaient abordées dans ces institutions-là qui venaient de l'Église. Dans le fond, si je te suis bien, Stéphanie, l'Église n'était pas un bloc monolithique tel qu'on le conçoit, en tout cas dans les manuels d'histoire à l'école, je me souviens très bien, où il y avait justement un clergé quand même contrôlant. On nie pas ça à certains égards, évidemment, mais aussi un désir d'accompagner, pour plusieurs en tout cas, les fidèles dans une vie épanouissante et une liberté, finalement, à laquelle tous les croyants et non-croyants sont appelés. Oui, ou tu sais, ce qui m'a frappé aussi, c'est la vision de la sexualité. Moi, j'avais l'impression, tu sais, que l'Église réprimait tout ce qui était plaisir sexuel, tout ce qui était... Alors qu'il y a quelque chose de divin dans cette expérience, dans cette partie de l'expérience humaine. On parle du 7e ciel, d'ailleurs. Tout ça, oui. Puis, fait que c'est ça, il y a plusieurs choses de cet ordre-là qui m'ont frappé, qui m'ont fait remettre un peu en question, justement, des choses qui sont tellement imprégnées dans la pensée ambiante, alors que les choses sont plus nuancées qu'on pense, plus complexes qu'on pense. Concrètement, ça se passait comment, justement, dans ces groupes-là? Qu'est-ce qu'on disait? De quoi on faisait la promotion? Donne des exemples, des détails croustillants. Bien, je veux dire, je peux aller... En tout cas, je sais pas, je suis peut-être le seul que ça intéresse. Vas-y, ça m'intéresse. Bien, il y a toute la question peut-être un peu touchée, ou en tout cas, la régulation des naissances. On a l'impression, que les femmes étaient obligées de... Il y en a même qui disent, c'est pour continuer à créer à faire venir au monde des catholiques et des Blancs. Il y avait quand même une liberté qui était... Je veux dire, la femme devait discerner, et le mari aussi. Ça m'a intéressé aussi, la place, l'importance de cette réflexion-là qui devait se faire à deux, qui impliquait aussi... Le mari aussi devait apprendre à connaître le corps de la femme, les aspects de sa psychologie aussi qui
qui devaient être prises en compte pour un vrai épanouissement, parce que pour que la famille fonctionne, pour que l'harmonie, puis pour que la famille et le mariage soient aussi encore considérés comme des choses positives, ben, il fallait que tout ça soit pris en compte. Puis, donc, c'est ça, c'est les groupes de ce qu'on appelle l'Action catholique, là, qui étaient des mouvements laïques, mais quand même qui prenaient de l'Église, où ces discussions-là avaient lieu et où, ben, c'est ça, justement, l'importance de l'épanouissement et du partenariat entre les deux partenaires, justement, était prise en compte, était mis de l'avant, puis était important. J'oserais dire, c'est révolutionnaire, oui, ça. Il y a quelque chose de... En tout cas, il y a les germes de quelque chose de révolutionnaire là-dedans. Vous en pensez quoi, Noémie? Je te vois. C'est que ça ne m'étonne pas. Je réfléchis. Là, c'est un aspect plus couple, sexualité et tout. Puis on parle aussi d'un aspect social. Mais quand je réfléchis à l'angle culturel aussi, la place de la femme dans la vie culturelle en société, on s'imagine aussi que c'est venu super tard dans l'histoire au Québec. Alors que, bon, c'est un peu mon dada, là, mais les premières femmes cinéastes, c'était ça. C'était dans les années 30, 40, en même temps qu'il y a eu les premiers prêtres cinéastes qui font tous les livres d'histoire. Puis tout ce qu'on sait sur l'Église à cette époque-là, c'est qu'elle faisait de la censure en cinéma, par exemple. Mais il y avait des premiers films qui se faisaient par des femmes à la même époque. Puis ça, on n'en parle pas, on ne le sait pas. Mais c'est ça, l'Église était plus moderne qu'on pense. Quand même. Dès ces années-là qu'on associe tellement à... Comme tu dis, là, le Moyen-Âge avant les Lumières. Une image forte qui reste aussi, c'est celle de la visite paroissiale, de la visite pastorale, où le prêtre fait le tour des maisons, puis ça reste fort, ça, dans l'imaginaire. Fait le tour des maisons, s'assure que ça date de quand, le dernier? Tu dis que ton dernier, il y a 1 an, ben là, ça serait peut-être le temps de penser à un prochain. T'sais. Non, mais... Non, c'est vrai que... J'hallucine pas, là. Ça fait partie vraiment de notre espèce de fonds de commerce ici au Québec dans les représentations. Mais moi, je suis d'origine française. Je suis arrivée au Québec à 14 ans. Fait que j'ai eu, dans les cours d'histoire, secondaire 4, 5, j'ai un peu découvert cet univers-là de la Révolution tranquille. Fait que j'ai rien reçu de mes parents par rapport à l'histoire du Québec. Tout ce que j'ai eu, c'est ce que j'ai vu à l'école, puis après, en discutant, puis en rencontrant du monde, puis en me mariant avec un Québécois, forcément, on s'inculture, mais fait que je connaissais pas du tout. Tu vois, ce que tu me racontes là, de comment l'Église, finalement, a été plus révolutionnaire qu'on pense. Moi, je l'ai pas eu, ce récit-là. Il y en a qui vont jusqu'à dire que, c'est ça, les racines de la Révolution était déjà, en quelque sorte, présente dans ces mouvements-là. La réalité est toujours beaucoup plus nuancée, beaucoup plus complexe qu'on pense. Fait que quand on fait des constats ou quand ça s'inscrit, comme je disais tout à l'heure, dans notre récit collectif, c'est dur de remettre ça en question puis d'ouvrir un peu les perspectives. Puis là, partant de cette découverte-là, qu'on peut faire justement en faisant de l'histoire un peu plus approfondie, on découvre que finalement l'Église était quand même, en tout cas certaines branches de l'Église, certains membres du clergé, plusieurs laïcs étaient engagés dans justement un partenariat où chacun des époux est vraiment, vraiment libre et qui use sa liberté en vue du bien de la famille, évidemment, mais qui a quand même une autonomie de la personne. Comment ça a évolué justement à partir de ce point de bascule-là qui est la Révolution tranquille? Est-ce qu'on en est resté là? Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? C'est sûr que les choses se sont un peu accélérées, si on veut dire, si on peut dire. Mais c'est ça, on peut presque dire qu'il y a une sorte de, on peut dire, un féminisme chrétien, puis qui était justement en marge de ce qu'on a connu par la suite, qui est c'est ça, évidemment, on associe souvent... Moi, c'est ça que je remettais un peu en question. Puis depuis longtemps, l'association entre l'arrivée de la légalisation c'est-à-dire l'arrivée de la pilule contraceptive, des anneaux et l'avortement qui a été rendu légal. Là, c'est sûr que... Quand même plus tard ici au Québec, là, une trentaine d'années plus tard, mais quand même. Oui, on s'en rappelle quand même de la saga autour de ça, mais... C'est comme si on associait ces droits-là et ces nouveautés-là, ces innovations-là à ça y est, maintenant, on est émancipé, on est libéré. Alors que ces avancées-là ou ces nouveautés-là, je trouve que ça implique un rapport au corps qui est quand même particulier. Je sais pas, mais moi, dire ces choses-là
déjà, ça me faisait passer pour une antiféministe, une rétrograde. Est-ce que la pilule contraceptive, c'est l'essence du féminisme, finalement? On en est venu à faire une espèce d'association sine qua non, indissociable, c'est ça? Alors que c'est ça, puis les lectures que j'ai faites, grâce à Pauline, entre autres, on nourrit ma réflexion parce que c'est comme si... j'ai envie de dire, pour en tout cas, je vais en parler tout à l'heure, Marianne Durano, c'est presque une nouvelle soumission à l'ordre de la technique, à des impératifs qui nous viennent pas nécessairement de nous, puis qui viennent nier peut-être en quelque sorte une partie de ce qu'on est. J'aimerais qu'on développe ce point-là. Peut-être prenons quelques minutes. Là. Je vous vois réagir. Noémie, comment tu reçois ça? La question, c'est intéressant de te poser, est-ce que la pilule contraceptive, par exemple, c'est la base du féminisme? J'aurais envie de dire, est-ce que c'est la base de la liberté? Parce que souvent, on a cette... on le voit, l'accès à la contraception, ça rend la femme libre. Exact. Mais ça, c'est vraiment une grande question, puis c'est, à mon avis, vraiment problématique. Là. Ça va pas de soi du tout. Ça va pas de soi du tout. Bien, déjà, le fait de se soumettre à des médicaments qui viennent dérégler ton système hormonal qui est techniquement supposé d'être bien en place, faire son travail. Qui est là pour une raison. Des médicaments, on prend ça en général quand on a une maladie. Là, déjà, juste ça, là, mais aussi ce que ça implique dans la vie sexuelle et affective d'une personne, puisque tout ce que ça vient influencer sur son rapport à son corps, puis aussi dans un couple, le fait que, tu sais, une pilule contraceptive peut faire que l'homme dans un couple est juste pas du tout au courant de comment le corps d'une femme fonctionne, parce que ça déconnecte, on n'a pas besoin de savoir comment le corps d'une femme fonctionne. Et que ça, c'est... Déjà, tu dis que l'Église enseignait ça super tôt, là, que les hommes devaient être au courant de comment leur femme fonctionnait biologiquement pour comprendre qu'est-ce que ça implique, là, de s'unir. Puis de... Sinon, toute la partie de la fécondité qui on le sait bien, peut arriver lorsque on pratique une sexualité, bien, ça reste du domaine de la femme, puis l'homme s'en occupe pas. L'homme n'a pas ce lien-là avec ce qui peut possiblement arriver. Donc, ça aussi, c'est... Bien, c'est un fardeau. Pour moi, c'est le contraire de la liberté. Ben, c'est ça. C'est que ça met toute la responsabilité de la fécondité ou la non-fécondité à la femme. Ça détache complètement. La femme devient disponible 100% pour les besoins sexuels de l'homme. Aussi, mais c'est ça. C'est comme si ça rentrait dans la logique de la productivité ou de l'efficacité, de la technique, tout ce qui est... Tu sais, il faut... comment dire... C'est un inconvénient de pouvoir devenir enceinte, donc il faut s'arranger pour que ça ne paraisse pas. Et puisque l'homme est presque de facto irresponsable, prenons acte de cette irresponsabilité-là et trouvons le moyen de pallier par, justement, un moyen médical. Est-ce que j'exagère en disant ça? Ou, À mon avis, non. OK. Je ne sais pas, j'essaie de réfléchir. Je sais pas, je peux peut-être pas parler à la place des hommes, mais le désir... Moi, en tant qu'homme. Oui, mais je sais pas, le désir masculin fluctue moins. Ou en tout cas, on n'a pas le même rapport au désir, je pense, comme homme ou comme femme. Donc, c'est ça, c'est cette espèce de nous rendre... Moi, je sens ça un peu comme ça, c'est de nous rendre semblables à l'homme pour qu'on soit tous des individus identiques qui vont pouvoir aller travailler de la même manière, qui vont pouvoir être... c'est un peu ce que le système qu'on peut critiquer, le système capitaliste, productiviste, veut de nous. Ça nous rend donc, je sais pas, il me semble qu'il y a quelque chose, on passe à côté de quelque chose, mais je répète, faire ça, là, de dire qu'il y a peut-être quelque chose de notre nature féminine qui est nié, là, c'est difficile d'avoir cette conversation-là. Parce que tu te fais comme tout de suite ranger dans antiféministe. Ben, ils disent, ben là, ça veut dire quoi? Tu peux quand même pas remettre en question notre droit à la contraception. Alors qu'au nom, toi, tu vois plutôt ça, qu'au nom d'une plus grande liberté, il y aurait peut-être moyen de s'affranchir de ça aussi. Puis d'une expérience de la féminité, je sais pas. Et c'est aussi qu'il y a un manque de nuances dans le discours quand par exemple, on se prononce contre les moyens de contraception. C'est comme si les gens entendent, ben d'abord, il faut faire le plus de bébés possible. Alors que c'est pas ça l'idée, justement. Comme tu disais, l'Église l'enseigne depuis très longtemps, comment il y a des méthodes naturelles où on peut espacer les naissances. L'idée, c'est d'être en phase avec soi-même puis avec ce qu'on est, puis de le vivre dans une dynamique aussi de discernement et tout ça. Donc, c'est une grande liberté là, de dire à quelqu'un, tu peux discerner, tu peux choisir.
c'est... Comme un être autonome, responsable. Ouais. Mais c'est ça, on a été créé avec une intelligence, avec des cycles, avec des signes qui nous montrent si oui ou non on est fertile ou pas. Puis on est intelligent, donc on peut, on peut discuter, on peut exercer notre liberté. Après, j'ajouterais quand même une nuance parce qu'on en parle comme si c'était facile de ne pas prendre la pilule. Puis ça vient quand même, tu sais, avec toute responsabilité, avec toute la liberté, il y a une certaine responsabilité. Puis c'est pas facile, en tout cas moi personnellement, là, dans notre couple, c'est pas tous les jours facile de le vivre. De vivre justement ces moments d'abstinence ou ces moments puis de discerner vraiment. Ça donne une certaine gravité aussi à la relation sexuelle, là, parce qu'il y a la dimension de l'ouverture à la vie, de dire là il pourrait y avoir un enfant. Est-ce qu'on est prêt à l'accepter ou pas? Puis, c'est ça. Mais en même temps, c'est super beau, puis ça renforce vraiment la dynamique dans le couple. J'aime le mot gravité, mais c'est très beau parce que c'est comme si, justement, l'union sexuelle ne se limitait plus tout d'un coup à quelque chose de récréatif, de ludique, de léger, mais aussi, peut être aussi ça, mais pas que ça, et revêt tout son caractère tragique, c'est un peu fort, mais quand même, il se passe quelque chose de sérieux. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on parle pas de la sexualité n'importe quand, n'importe comment, avec n'importe qui. C'est parce qu'il y a quelque chose de précieux, de spécial, disons. Et là, de nier ça en faisant juste une activité récréative, peut-être qu'on passe à côté de ce que c'est vraiment, puis de la profondeur de ça. On prend une petite pause, puis on revient sur un point que tu as soulevé, Stéphanie, peut-être le rapport au productivisme ou à l'exigence d'être toujours au top. On revient là-dessus. À tout de suite. On n'est pas du monde est une émission produite par l'équipe du magazine Le Verbe. Pour vous abonner gratuitement et recevoir 8 numéros par année, visitez leverbe.com/abonnement. De retour à On n'est pas du monde avec Antoine Malenfant. Je suis merveilleusement accompagné de Pauline Albizetti, Noémie Brassard et Stéphanie Grimard. Ça te fait rire? Je dis merveilleusement. Tu trouves que je pousse un peu trop? Non, je trouve que t'en dis pas assez. Hein? Je trouve que t'en dis pas assez. Ah, OK. Extraordinairement accompagné par des gens extraordinaires. Vous parlez depuis le début, mesdames, du rapport à votre corps, de cette grande liberté qu'on peut avoir en reprenant le contrôle, finalement, sur notre propre corps. Nous, on n'a pas ces préoccupations-là, les gars. En tout cas, peut-être qu'on devrait les avoir un peu plus, justement, dans un dialogue ouvert, franc, respectueux avec nos conjointes. Tu soulevais un point vraiment intéressant, Stéphanie, celui où le rapport au corps rentre dans une espèce de logique de on doit absolument produire également, toujours, mais la vie féminine, je pense, vit ses cycles. Pas je pense, c'est un fait. Et évidemment que la productivité est liée à ces cycles-là. J'aimerais vous entendre là-dessus avant de dire des niaiseries moi-même. Mais c'est ça, il y a la productivité, puis c'est comme si là, parce qu'il y avait un problème, en tout cas, c'est un inconvénient, là, ça marche pas, ça, que tu puisses, mettons, pas travailler parce que tu es dans telle période de ton cycle ou parce que, bon. Fait que là, on va régler ça par une solution technique. Tu passes 2 jours par mois à avoir mal au ventre. Ouais. Il faudrait que tu rentres quand même. C'est ça, c'est pas... Puis que tu produises, comme d'habitude. Puis là, c'est comme si... parce que c'est comme l'autrice Marianne Durano le dit, la technique n'est pas neutre. C'est pas juste parce qu'on a une solution technique que, bien, merveilleux, là, on a un problème, on va le régler. Tu sais, il y a quelque chose... Ça va vite. La pensée va vite vers ces solutions-là, mais il y a comme une emprise derrière ça. On n'est pas... Ça déconnecte. En tout cas, peut-être que les autres peuvent en parler aussi, mais je trouve que c'est ça. Ce rapport-là à la technique est important aussi parce que ça va avec notre société qui est exigeante, qui est productiviste, Adorno disait ça, d'ailleurs, que c'était une drôle d'émancipation de revendiquer. Moi aussi, je veux être aliénée par le travail, en fait. Moi aussi, je veux avoir le droit de me lever tôt le matin, de rentrer à 6 heures, puis moi aussi, je veux ne pas voir mes enfants. Tout ce qui est problématique avec le capitalisme,
de le revendiquer comme étant justement le synonyme de notre libération puis de notre émancipation, c'est comme, il y a quelque chose de paradoxal. Là. Complètement. Puis on peut pas accuser Adorno d'être un réactionnaire conservateur. C'est un philosophe, sociologue quand même étiqueté à gauche là, dans l'école de Francfort, si je ne me trompe pas, en Allemagne. Noémie, là-dessus? C'est intéressant, cette idée-là de quasiment un peu de choisir son esclavage. Là. Mais il y en a comme, je pense vraiment qu'il y en a des meilleurs que d'autres. Après, je pense que c'est très bien que des femmes travaillent, puis je veux dire, je militerais pour ça, là, dans le sens où il faut que les femmes travaillent. En tout cas, je pense que c'est très bien. Mais je pense que la liberté, ça implique de pouvoir choisir que notre maître, par exemple, ça va être nos enfants, d'une manière. Moi, je pense que mes enfants, c'est mes maîtres, des fois. Ça devrait peut-être pas, mais dans le sens non, mais quand ils veulent que tu changes leur couche, quand il faut, il faut. Dans le sens où il y a plein de choses que je fais qui me tentent pas. Donc, il y a une certaine part de fardeau, mais de fait, c'est de choisir aussi, de pouvoir choisir qu'est-ce qui a le plus de sens pour nous, mais aussi pour la société. Quand je reste à la maison, par exemple, avec mes enfants, c'est pas juste parce que je pense que c'est le mieux pour nous, mais c'est aussi que je pense que c'est le mieux pour eux, pour les futurs adultes qui vont être. Que, c'est... Fait que, c'est un exercice de liberté. C'est un exercice de liberté, puis c'est pas égoïste non plus. Je prends en considération le tout, le plus tard, puis c'est une autre manière d'être en société qui rend service à la société aussi. Fait que c'est pas vrai d'opposer le travail comme étant un membre actif de la société, puis mère au foyer comme étant un fantôme de la société. C'est un problème, ça, je pense. Là. Mais quand même... Oh, excuse-moi. Moi, j'allais juste ajouter qu'en général, quand on rencontre quelqu'un dans n'importe quel contexte, on va se présenter par qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que tu fais dans la vie. Puis quand on travaille pas, bien... On est comme en train de s'excuser de ne pas travailler. T'sais, moi, j'ai déjà, avant même d'avoir des enfants, j'étais partie en humanitaire. Puis quand je suis revenue après 2 ans, ben, j'ai pris un 3-4 mois pour me refaire, là, pour un peu retomber de mon nuage. Puis il fallait presque que je me justifie de ne pas avoir repris le travail la semaine après mon retour. Puis ça m'avait vraiment marqué à ce moment-là. Comment je me définis si je ne suis pas ce que je travaille, ce que je fais dans mon activité professionnelle. D'ailleurs, comme homme, j'ai été papa à la maison pendant quelques mois, mais je me définissais jamais comme ça. Je me définissais par le petit cours que j'avais à l'université ici, la petite charge d'enseignement que j'avais là, mais qui était vraiment accidentelle ou accessoire dans mon quotidien. Alors que pendant... Et ça me permet aussi de dire, ça, c'est pour un temps. Dans le fond, ce que tu vis là, c'est pas... as-tu déjà eu peur ou vu un risque que ça devienne ton identité? Ou comment quand tu as fait ce choix-là de... Parce qu'il y a quand même un contexte, là, ici au Québec, en Amérique, en Occident, dans certains milieux, d'une survalorisation, d'une idéalisation du rôle de la mère à la maison, entre autres par le phénomène des tradwives, où ça devient une identité ou une revendication. As-tu déjà vu ce risque-là poindre? Oui, bien moi, j'ai déjà vu ce risque-là poindre dans mon cœur. Je veux dire, quand j'allais devenir maman, quand j'étais enceinte de mon premier enfant, j'étais encore plus présente sur les réseaux sociaux à cette époque-là. J'étais abonnée à un nombre incalculable de comptes de maman qui menaient la vie que je voulais mener. Là. Puis j'ai vu... Je veux dire, encore là, je suis rendue à attendre le 5e et je travaille à me défaire de ces idéaux-là qui se sont vraiment imprégnés très fortement là, dans mon esprit pour être justement plus libre de me dire, bon, mettons que je considère que ça, là, ce mode de vie-là, de maman à la maison qui fait son pain au levain, qui tatata, mettons que ça, c'est le mieux en soi, mettons. Peut-être que c'est pas le mieux pour moi. Ouais. Peut-être que c'est pas le mieux pour nous maintenant. Peut-être que c'était le mieux pour nous quand j'avais un enfant, quand j'en avais 2. Peut-être qu'après la 3e grossesse, il s'est passé ci, ça. Et là, ce n'est plus le mieux pour nous. Et c'est pas grave. Ça me définit pas. Bien, je veux dire, c'est sûr que c'est un gros morceau dans ma vie, puis surtout par moment, je veux dire... c'est tout. Des fois, quand on me demande de parler d'autre chose que de mes enfants, je sais plus quoi dire, mais dans le sens où c'est vrai que tu t'en sors bien, là, ça fait déjà 29 minutes, là, que tu les as pas trop... quand même liés. Mais ça prend de la place, ça, c'est vrai, puis ça fait partie d'une personne, je veux dire, ça, faut pas le nier, mais... C'est problématique quand ça devient le fondement de notre identité. Puis c'est la même chose pour l'identité de la femme au foyer que l'identité de professionnel.
tu la perds, ta job, ça va être vertigineux. Là. C'est comme C'est vrai pour les gars aussi, finalement. Pour tout le monde. Là. Puis, de fait, les réseaux sociaux ont un, je pense, grand rôle à jouer dans le fait de former des idéaux, de les cristalliser. Puis, c'est vraiment dur de s'en défaire parce que c'est tellement attirant, c'est tellement brillant, c'est tellement... c'est dur de faire que notre cœur désire pas ça. Là, que c'est... En tout cas, moi, je trouve que c'est un combat pour moi. Là, oui, mais moi aussi, là, c'est un combat. Puis moi, nous, on a fait le choix que je travaille, mais il y a quand même, quand je suis revenue de maternité entre mon deuxième et mon troisième, c'était super rushant. Là. Puis on s'en était parlé avec mon mari, puis on s'était rendu compte, dans le fond, c'est pas les enfants qui rendent ça difficile, c'est le fait que les deux, on travaille. Fait que si on voulait que la routine, tout ça, parce que le soir, on vient à la garderie, tout ça, c'est super c'est difficile. Puis dans le fond, si on a fait le choix tous les deux de travailler, il faut qu'on assume qu'il y a des soirs où ça va être plus compliqué. Puis on a comme admis que c'est sûr que là, pour l'instant, ça marche bien, puis je vais retourner au travail après mon congé maternité. Mais peut-être qu'après le prochain bébé, ça ne marchera plus. Puis il faut garder cette liberté. Puis on a la chance aussi d'avoir, en tout cas pour moi, un mari qui serait capable, avec son salaire, de me permettre ça. Là. Mais peut-être que c'est aussi... Il y a certains ménages qui, malheureusement, n'ont pas le choix. Ils sont obligés de travailler les deux parce qu'ils n'ont pas les moyens. Ça, c'est problématique parce qu'au fond, c'est plus la liberté qui est en jeu. Là. Ça devient une exigence. Oui, c'est ça. Mais je pense que c'est bien aussi qu'au Québec, on ait quand même un régime qui fait en sorte que les pères peuvent prendre aussi des arrêts de travail, des congés de paternité assez longs. Puis je lisais récemment quelque chose qui était sorti, qu'au Québec, on est vraiment, par rapport au reste du Canada, entre autres, là, on est les champions de ça. Là. À peu près 90 des hommes prennent ces congés-là, donc participent plus à cette vie familiale-là. Fait que ça, je pense que c'est quelque chose de très positif, que ce questionnement-là se fait pas seulement chez la femme. Tu sais. Mais ça a des racines. C'est pas apparu de nulle part, ce rôle-là du père dans la société québécoise. Dans le fond, on peut remonter. Justement, le mouvement féministe a travaillé à ça. Et avant ça, justement, comme tu le soulignais, Stéphanie, il y a eu des interpellations au sein même de l'Église à ce que les pères prennent cette responsabilité-là de manière plus étroite et qu'ils ne soient pas confinés seulement au rôle de pourvoyeur ou de grand décideur, le grand chef de la famille patriarcale. Soit au courant aussi des cycles, de comment ça fonctionne un corps de femme. À l'école, là, on apprend comment mettre un condom. On apprend quelles maladies peuvent arriver si jamais on a de la sexualité. Mais est-ce qu'on a vraiment des cours sur... C'est comme... C'est notre rapport à la nature en général aussi, au vivant. Le corps de la femme est intéressant, puis est à respecter comme on veut respecter, je sais pas, le reste de la planète. C'est ce rapport-là, encore technique-nature, qui est impliqué là-dedans. Mais oui, je pense que la partie... C'est aussi féministe là, de revendiquer que chez l'homme, il y a cette conscience-là aussi, que ce soit les deux ensemble. Est-ce que, on l'a évoqué au début, mais on a bifurqué le rapport à la productivité. Est-ce que, je suis content d'avoir justement quelqu'un qui travaille, les deux travaillent. Est-ce que tu sens que c'est comme justement une exigence? Mettons, si ton mari avait un salaire un peu moindre, est-ce que tu sens que vous devez absolument travailler les deux? Ma question est confuse, là, mais est-ce qu'il n'y aurait pas est-ce que les femmes ont un rôle particulier à jouer dans la résistance, justement, à ces exigences-là économiques, financières? Il y a toutes sortes de manifs qui se font, là, des manifs de mouvements féministes. Est-ce qu'on pourrait revendiquer davantage de pouvoir de ce côté-là aussi pour que ça soit possible de justement être plus libre dans nos choix? Voyez-vous, je veux m'en aller. Mais en tout cas, je pense qu'il y a beaucoup d'acquis quand même au Québec. Si je compare un peu avec la France, par exemple, au niveau du congé de maternité, en France, c'est 3 mois. Moi, je ne serais pas retournée travailler après 3 mois. J'aurais été incapable de laisser mon enfant à quelqu'un d'autre à 3 mois. Là. On a des auditeurs en France. C'est important que tu dises, ici, c'est à quoi? 1 an. C'est 50 semaines. 50 semaines, puis 5 semaines pour le papa. Puis ils sont partageables aussi. Donc, par exemple, nous, on avait quand même fait le choix... à l'époque, en fait, c'est qu'au départ, moi, j'avais un plus gros salaire que mon mari. On aurait pu décider que ce soit lui qui reste.
Puis finalement, ça n'a pas été le cas, là, parce que moi, j'étais bien contente de rester à la maison, de profiter de ce congé, mais c'était une option. Puis on aurait pu faire ce choix-là. Là, maintenant, il y en a, c'est plus discutable. Là, il gagne plus, mais on pourrait, en tout cas, au niveau de nos travails respectifs, c'est plus logique que c'est moi qui reste. Puis je suis très contente de rester à la maison en congé maternité, mais j'aurais pu lui donner beaucoup de semaines, puis qu'il fasse le choix de rester à la maison. Là. Moi, je connais un couple qui c'est le père qui reste à la maison, puis la femme travaille, mais cette préoccupation-là de la famille, des enfants, de donner du temps, puis d'exiger que le marché du travail soit plus flexible par rapport à ça, c'est des revendications très, qui dépassent aussi le cadre du féminisme, là, qui est juste imaginer une autre société qui est possible. Là. Il y a les attentes au niveau de la productivité, mais il y a aussi des attentes, je trouve, par rapport au niveau de vie ou au choix de vie attendu des familles qui peuvent être questionnées. Là. Par exemple, on peut décider qu'il y ait un des deux parents qui ne travaille pas pour X raisons, mais que ça implique de faire le sacrifice, je ne sais pas, du voyage dans le Sud annuel. Mais il y en a pour qui c'est choquant. Mais il y a plein de choses qu'on peut remettre en question qui ne sont pas nécessairement des choses qui vont de soi. Là. Par exemple, est-ce que tous les enfants sont obligés de, je ne sais pas, faire des cours privés de piano? Est-ce que il y a plein de choses qu'on peut remettre en question. Le type de nourriture qu'on achète, est-ce qu'on mange plus de viande? Je ne sais pas, là, comme il y a un paquet de choses qui peuvent être remises en question sur le niveau de vie, puis pas juste sur le fait d'aller travailler ou non. Ce que ça implique aussi, souvent, c'est des considérations pour toute l'économie familiale. Puis il y a des normes sociales. Encore une fois, les réseaux sociaux alimentent ça. C'est-à-dire que pour être une famille épanouie, il faut absolument créer des souvenirs incroyables à nos enfants. Il faut absolument que, justement, chaque repas soit une fête. Bon, j'exagère un peu, mais... Changer de voiture. Changer de voiture, mais c'est ça. Il y a toutes ces injonctions-là ou ces messages-là qui sont très normatifs, là, qui impliquent une... Qui oriente la famille dans certains choix. Je veux dire, on vit tous ces pressions-là du marché dans lequel on se trouve. Là, et c'est des sirènes qui nous chantent des belles chansons, ça. Oui, mais la pression est forte. Puis si on regarde ça encore sous l'angle de la libération, ça peut être très libérant de s'enlever cette pression-là, de dire, moi, je suis bien avec ma vieille Toyota Eco. Qu'il n'y a plus de klaxon. J'ai rajouté quand même aussi au niveau du productivisme, c'est que même en congé maternité, je me mettais de la pression dans le sens d'être productive. De performer ton congé. Oui, productive, puis de me faire j'adore les to-do list, là, puis j'étais une championne de... Puis même, parce que, tu sais, moi, je revenais, mettons, mon mari revenait du travail, puis moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait aujourd'hui, tu sais. Je rajoutais même à la main qu'est-ce que j'avais pas écrit au départ, mais c'est pour ça, je l'ai fait, je vais l'écrire pour pouvoir le cocher. Fait que, il faut que je me libère de ça, là. Puis... je pense que j'ai perdu mon idée, mais en tout cas, c'est ça. Tu nommes bien l'idée de performance. C'est intrinsèquement lié à celle de productivité, et puis que ça corresponde à des standards. Puis on n'en est pas conscient de ça. C'est ça c'est comme ça qu'on a été socialisés. Donc, c'est difficile de... Puis ça prend du courage pour faire une réflexion sur c'est quoi mon rapport authentique à cette vie-là qui m'entoure, puis à ces exigences-là de performance. C'est vrai que le mot est important. On prend une autre petite pause. C'est vraiment passionnant. Et on se revoit dans quelques instants pour un peu creuser le rôle de la vie spirituelle dans tous ces enjeux-là. À tout de suite. Vous avez un commentaire, une suggestion ou une question pour l'équipe d'On n'est pas du monde? Contactez-nous via les pages Facebook et YouTube du Verbe Média ou écrivez-nous directement à onpdm@le-verbe.com. De retour à On n'est pas du monde, toujours Antoine Malenfant à l'animation, accompagné de Pauline, Noémie et Stéphanie. On a abordé bien des choses dans les 40 dernières minutes, mais je sais, en tout cas, pour vous deux, mesdames, assurément, que ce qui vous soutient dans ces choix-là que vous faites, c'est une réflexion qui s'ancre ou qui prend ses racines dans une vie spirituelle. C'est quoi le rôle de votre vie spirituelle dans votre féminité et les choix qui découlent de ça? C'est vraiment une grande question. Vous avez 12 minutes. C'est sûr que pour moi, par exemple, dans mon récit personnel,
j'ai vécu une conversion là, à l'adolescence. Donc, je viens d'une famille qui n'est pas croyante. J'ai découvert le Christ et j'y ai adhéré quand j'étais adolescente. Ça a changé beaucoup de choses dans ma vie, notamment tout ce qui est en lien avec peut-être plus ma féminité ou même ma vie affective. Parce que déjà, moi, je veux dire, si je voyais une étoile filante de 3 ans à 12 ans, tu m'avais demandé c'est quoi mon vœu, je t'aurais dit devenir un garçon. Okay. Donc, je pars de loin, mettons, dans le spectre, là, et je voulais pas d'enfants, je voulais pas me marier. Donc, avec ma conversion, c'est entamé tout un cheminement par rapport à ça, puis ça c'est demeuré un combat très longtemps. Par exemple, ma vie affective était un peu bousillée, là. Je m'étais beaucoup dilapidée, j'ai eu énormément de relations, puis j'associais beaucoup, par exemple, la vie sexuelle avec ma valeur. Ça s'est ancré assez profondément. Je fais l'histoire très courte, là, mais il y a quelque chose là-dedans qui s'est guéri avec le fait de me marier. Le fait que quelqu'un me choisisse pas pour m'avoir consommé. Puis tout ça, c'est vraiment lié avec maintenant comment j'envisage ça, le fait d'être une femme. Ça a été très réconciliant là, pour moi de me sentir choisie, aimée comme ça par Dieu, par mon mari. Puis aux yeux de ton mari, tu découvrais que ta valeur ne pouvait en aucun cas être réduite à ta valeur sur le marché sexuel, je mets des guillemets. Pas du tout, parce que c'est ça, ça a été... je veux dire, nous, par la grâce de Dieu, on a pu vivre la chasteté avant notre mariage, puis c'était, je veux dire, aux antipodes de ma vie d'avant. Ça a été un cadeau énorme que j'ai reçu, là. Ça a été transformant, pour moi, transformateur. D'être désiré pour tous les autres. Oui, pour moi, en entier. Ta personnalité, oui. Puis de sentir qu'il m'aime aussi après qu'on se soit mariés, puis qu'il m'aime encore maintenant qu'on a plein d'enfants, que c'est... Bref, ça a été un long processus Il y a eu plusieurs guérisons. Je sais que des fois, on n'aime pas trop aborder la féminité en lien avec des blessures, tout ça, mais bon, des fois, ça arrive. C'est ça que je trouve intéressant, c'est qu'il y a un cheminement de liberté dans ce qu'on pourrait critiquer comme étant, bon, c'est ça, la chasteté. Hey, franchement... comme si on obligeait... Mais faire ce choix-là, ça prend un courage. C'est une affirmation de soi que je trouve quand même vraiment intéressante. Oui, puis tu sais, pour avoir, comment dire, fait les deux, là, je veux dire, quand je dis dilapider, je pèse mes mots, là, je veux dire, je sais ce que ça implique comme poids, comme fardeau, comme prison. J'ai jamais été aussi mal dans ma vie que quand j'étais aussi libre sexuellement. Puis, bref, là, maintenant, ça va beaucoup mieux, mais je rends grâce parce que c'est un cheminement qui est très lié à ma conversion, au fait que, bon, j'ai cheminé dans l'Église, dans les commandements qui sont présentés par l'Église et tout ça. Puis aujourd'hui, je trouve ça comme glorieux d'être une femme, mais j'aurais pas dit ça il y a quelques années, là. Ça venait toujours avec une honte, avec... Tu regrettes pas pantoute d'être une femme? Non, puis je l'assume, puis... Et j'assume aussi le fait que, bon, ça peut prendre toutes sortes de visages parce qu'au début, j'étais un peu confuse, là, c'est quoi être une femme? Je voulais comme être la femme catholique, là. Je veux dire, je voulais adhérer entièrement, mais ça m'a pris du temps pour comprendre que je pouvais être moi, puis que c'était merveilleux, mais que ça impliquait d'être une femme. Mais ça, c'est très beau parce que je me suis sentie très accueillie dans l'Église, dans toute ma personne. Et bref, puis aujourd'hui... Là, par exemple, du fait que je suis une femme et que je suis mariée, on a des enfants, puis ça implique plusieurs difficultés. Là, le fait d'avoir des enfants, je n'ai pas besoin d'expliquer ça de long en large. Et la vie spirituelle m'aide à embrasser ces difficultés-là dans un... Je veux dire, je le sens encore en moi, l'envie de fuir, puis de résister, puis de dire non à chaque difficulté qui se présente dans la vie familiale. Mais dans une perspective chrétienne, quand je me penche là-dessus dans la prière ou quand je le regarde dans un angle... Je veux dire, quand je regarde la croix, ça a beaucoup plus de sens. Ça m'aide à dire oui quand c'est difficile. Fait que ça, c'est une autre chose que ça fait pour moi, d'avoir cette vie-là spirituelle. Je sais pas si pour toi, ça Pauline. Oui, mais là, t'as un autre background. Toi, non, mais c'est intéressant parce qu'il y a des gens aussi qui nous écoutent qui viennent d'une famille croyante, pratiquante. Oui, c'est ça. Moi, je suis tombée dedans quand j'étais petite. Grand bien t'en face. Oui. Puis je pense que j'ai été vraiment préservée parce que ça m'a pas empêchée d'avoir des amitiés ou de fréquenter des cercles, des amis qui n'étaient pas du tout... qui étaient dans le monde
pas du tout catho, avec des mœurs un peu débridées. Puis j'ai vraiment été préservée. Puis ça, je pense que l'action de la Vierge Marie a vraiment joué parce que oui, il y avait mes parents, mais il y a quand même, je veux dire, à l'adolescence, on fait certains choix. Puis, mais j'ai vraiment eu une chance immense là, d'avoir été préservée malgré tous les gens que je pouvais rencontrer ou je pouvais sortir et tout ça. Puis, je rajouterais peut-être sur la vie spirituelle, moi, j'ai trouvé difficile d'avoir des modèles féminins. La Vierge Marie, mais c'est comme... elle est tellement inaccessible des fois. Tu dis, c'est comme... Son cas est particulier. J'essaie de... Je vois ce que tu veux dire. Ouais. Mais il y a fait que j'ai quand même fait des recherches sur des livres qui pourraient m'aider à, justement, embrasser plus la féminité puis comment être femme dans l'Église. Là. Entre autres, le livre de La lettre aux mamans de Bénédicte de Lélis, qui a changé vraiment mon rapport au fait d'être maman catholique. Elle dit, entre autres, à un moment donné, que dans l'Eucharistie, en fait, Jésus qui dit « Ceci est mon corps, ceci est mon sang », mais quand tu accouches, ceci est mon corps, on le donne, on vit, on accouche dans la douleur, puis on vit vraiment comment le Christ s'est donné, puis ça m'a aidé à vivre vraiment ma maternité vraiment à la lumière de l'Évangile. Wow! C'est vrai que c'est un excellent livre. Ah oui? Ouais, OK. On mettra la référence en description. Lettre aux mamans de Bénédicte de Lélis. Oui. OK. Il y a une petite mouche sur le plateau. Je suis le seul qui la voit. Qui a vraiment envie de participer à l'émission. C'est vraiment passionnant. Elle a des choses à dire. C'est intéressant, vraiment, ce que vous dites. Est-ce que ça résonne avec le reportage que tu as fait? Comment ça rejoint ce que tu as fait comme enquête, Stéphanie, et qu'on peut lire? Là, je rappelle le titre là, de cet article-là. C'est vraiment bien. « Femmes libérées, point d'interrogation, dans les marges du récit dominant de l'émancipation féminine ». Finalement, tu parles que la libération est peut-être pas là où on pense. En tout cas, il y a différentes des choses qui peuvent être très surprenantes pour des féministes, comment on pourrait dire? Classiques. Classiques, oui. Quand tu regardes les témoignages, j'ai rencontré aussi d'autres femmes qui vivaient leur foi et leur féminisme à leur manière. Puis tu vois qu'il y a quelque chose, encore là, de paradoxal. Moi, la liberté a toujours apparu comme un paradoxe chez moi. Mais justement, quand tu parles d'ouverture à la vie, quand tu parles de laisser aller ou d'abandon, il y a là une autre liberté qui se découvre à travers ça. Puis je trouvais ça vraiment, vraiment intéressant, vraiment beau de voir ces deux univers-là se rencontrer, si on veut, une espèce de revendication de quelque chose qui est propre à la femme, quelque chose qui transforme notre rapport au réel. Là, le fait d'être une femme, je pense, transforme notre rapport au temps, le fait qu'on ait un cycle qui nous... donc, c'est de dire, c'est de sortir aussi de l'espèce de dichotomie entre passivité et activité, tu sais. De dire, là, je suis femme, donc je fais l'enfant. Non, il y a une véritable action là-dedans. Le fait de dire oui à la vie, c'est un acte libre, c'est pas une simple acceptation passive, tu sais. Mais c'est ça, parce qu'on disait un peu plus tôt comment on va boucler la boucle. Là. On commençait en parlant de l'enjeu de la pilule contraceptive, comment ça a été vraiment marquant dans le mouvement féministe et ça en est même venu à devenir presque son essence, en tout cas, ou du moins un de ses piliers. Et là, je me souviens plus où je voulais m'en aller avec ça. Ah oui, c'est ça, mais là, ici, on a une maman de 3 enfants, une maman qui attend son 5e enfant. Dans le fond, c'est que vous prenez pas la pilule puis vous avez des enfants à l'infini. Tu sais, je me fais un peu l'avocat du diable. Dit le gars qui a 10 enfants. J'allais te renvoyer la balle. Non, mais je veux surtout vous donner l'occasion de réfuter cette objection-là qui pourrait venir. En fait, je peux dire très simplement, là, donc, nous, on n'utilise pas de contraception, non. Puis, on prend les enfants quand ils viennent et si on discerne qu'il y a comme une raison importante de devoir espacer particulièrement, attendre un peu avant le prochain, on en parle. Mais ça, en tout cas, pour moi, espacer les naissances, c'est pas quelque chose d'agréable. C'est comme, il y a quelque chose tu sens que c'est quelque chose auquel tu peux avoir recours, mais c'est pas un mode de vie, là. C'est trop forçant là, pour que ça puisse être toujours comme ça. Je m'imagine pas là, un couple qui utiliserait, par exemple, les méthodes naturelles qui ferait seulement dans les périodes infécondes. Qui s'unirait jamais ou en tout cas très rarement. Ouais. Je veux dire, c'est dur à tenir. En fait, on voit que c'est lié à un discernement puis des situations comme exceptionnelles.
C'est comme ça qu'on l'a vécu à date, ce qui de fait, donne qu'on va avoir 5 enfants très rapprochés. Mon plus vieux a 5 ans. Mais je sais maintenant aussi que ça implique du discernement. C'est pas juste on prend les enfants quand ils viennent. À la grâce de Dieu, Il y a du discernement. Maintenant, je suis capable de le dire. Je l'aurais peut-être pas dit au premier, mais là, maintenant, je le vois. Je le vois plus clairement. Moi, pareil. Je pense qu'il y a une certaine naïveté, même après ma première. J'ai eu mes deux premières filles ont à peine 1 an, mais moins d'1 an de différence. Puis mon deuxième accouchement, ça a été une césarienne. Fait que là, il y a quand même eu la question de... c'était nécessaire d'attendre parce que je pouvais pas en avoir. Ou alors, ça voulait dire avoir des césariennes à l'infini, ce qui n'est pas souhaitable. Fait que ça a été quand même... C'est ça, je parlais de gravité tantôt, mais il a fallu poser un certain discernement. Mais de toute façon, moi, j'avais été, pas traumatisée, mais ça m'avait tellement... vivre une césarienne, j'avais pas envie là, de revoir une grossesse. Puis, fait à quelque part aussi, moi, mon cœur était pas prêt. Donc, il pouvait pas avoir d'union là, si j'étais pas prête à accueillir une autre vie. Là. Fait que c'est aussi ça qui rentre en ligne de compte, je pense, dans l'espacement des naissances. Au fond, là, c'est plus la question, c'est comment on est ouvert là, à accueillir un autre bébé. Là. Oui, puis l'enseignement de l'Église peut être compris en tout cas, de diverses manières, là, mais une façon de le comprendre, c'est que l'Église ne fait pas une liste des raisons pour lesquelles on peut ou pas. Ce que l'Église dit, c'est que c'est sérieux, que c'est pas à prendre à la légère, que c'est pas justement quelque chose qu'on fait sur le coin d'une table, là, à la fois ni l'acte sexuel, en fait, ou quoi que ça peut arriver, mais dans le fond, c'est que... c'est que je m'en vais avec ça. Non, mais que c'est pas dans le fond, banal, ni c'est ça, insignifiant, mais que ça revêt une certaine gravité, comme tu l'as dit très bien, Pauline, au début. Il y a je t'en prie. Il y a une pression qui est mise là-dessus aussi. Si tu n'as pas de relation sexuelle rendue à, je sais pas, quel âge, Caroline, ça va dessus? T'es en santé? Il y a comme... Tu sais, c'est ça, c'est... une jeune fille, par exemple, de 18-19 ans qui n'aurait pas eu sa première relation sexuelle encore, puis qui serait comme considérée comme problématique ou anormale. Tu sais, c'est comme si c'est l'obligation, une autre forme d'obligation. Avant, on était obligé de se retenir, mais là, on est obligé de performer, encore une fois, de cette manière-là. Puis, il me semble qu'il y a toute une dimension de l'acte qui est pas réfléchie, qui est pas perdue, qui est perdue. Allô? La bouche est d'accord. D'accord. Il nous reste 2 minutes, mesdames. Si vous avez à rêver, en fait, qu'est-ce que vous souhaitez pour vos filles réelles ou imaginaires? Qu'est-ce que tu aimerais dire à ta nièce? Ou je sais pas, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu souhaites pour elle en tant que femme? Moi, je pourrais dire que quand même la femme est forte. Là. Il y a une force en elle. Puis moi, j'aimerais que mes filles elles soient conscientes de ça, là, qu'elles soient conscientes. Puis que pour moi, le vrai féminisme, là, c'est un féminisme qui va élever les hommes, là, qui va vraiment les faire vouloir agir puis être des chevaliers servants. En tout cas, je sais pas, moi, je rêve que mes filles aient conscience de leur dignité en tant que femmes puis qu'elles puissent, qu'elles n'aient pas besoin de se définir par comment elles s'habillent ou qu'elles ne s'habillent pas. Voilà. Ouais, je pense que pour moi aussi, il y a cet espoir-là que mes filles n'associent jamais le fait d'être une femme ou une fille avec la honte. Que ces deux catégories-là ne se touchent jamais. Ça, je pense que c'est une grande liberté, une grande paix là, à avoir avec son identité, puis ça nous permet d'être meilleurs pour soi-même, pour les autres. Là. Ouais. Mais c'est ça, qu'il y a un rapport plus sain à son propre corps, j'ai l'impression. Parce que justement, cette honte-là vient de où? Si on valorisait mieux aussi le rapport à la femme, comme à la nature, l'écoféminisme, c'est quelque chose qui me parle aussi quand même. C'est cette nature-là en nous, on dirait qu'on veut maîtriser ou qu'on veut maîtriser. Soumettre, j'ose le mot. Ouais. Alors que c'est exactement, c'est pour ça que il y a cette liberté-là qui s'incarne dans un autre rapport qu'on a à notre corps puis à notre sexualité. Merci Stéphanie Grimard pour tes lumières. Je rappelle, ton article va être en ligne aussi bientôt, mais ça s'appelle « Femmes libérées dans les marges du récit dominant de l'émancipation féminine ». Noémie Brassard et Pauline Albizetti, merci pour vos témoignages et vos expériences de vie fort éclairantes. Je buvais vos paroles, c'était passionnant. Et on se dit à une prochaine fois pour un autre épisode. On n'est pas du monde.